Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir, malgré la mauvaise température, malgré la partie de hockey. Je suis content de vous avoir à l'Assemblée générale et à la petite conférence de décès. Je tiens à souligner l'apport du Collège Saint-Sacrement, qui toujours nous accueille chaleureusement et avec ses commodités, ce qui fait qu'on peut tenir des conférences dans un milieu intéressant. Des fois, on s'ennuie, mais un beau décor. La deuxième chose, c'est que je vais remercier aussi la brûlerie de la Lumière qui, au cours des 2 dernières années, nous a fourni du café. Malheureusement, ils ont retiré leur commandite et la chocolaterie de Tandem a accepté de prendre la relève. Sauf que si vous prenez du café ce soir, ce sera du café de Tandem. Je les en remercie. Sans plus tarder, je vous présente celui qu'on a même besoin de présenter, mais je vous présente quand même, en tout respect tout à l'heure, M. Martel, qui a accepté de faire la conduite qui précède l'Assemblée générale. Et je ne parlerai pas trop de son temps, j'arrive tout de suite. À 8h30, il est supposé avoir fini, parce qu'on prend une pause de 10 minutes, par ça on entend l'Assemblée générale. Ah, mais là, je m'improtais, il est 16h34. Alors je vais à 8h34. On va arriver à 33, 14, 15, Merci, Claude. Alors, bonsoir. Merci de vous déplacer dans ce temps merveilleux de l'hiver québécois. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est de faire l'histoire de Terrebonne, mais à partir de photos. D'abord, je dois vous dire, les premières images connues, faites par des appareils qu'on appelait des daguerréotypes, datent de 1840. Les photos de l'époque étaient développées sur des plaques de vitre ou de zinc ou différents matériaux, si bien qu'il nous en reste à peu près plus. Et c'était très rare en milieu rural. Donc, dans le cas de Terrebonne, les plus vieilles photos que l'on connaisse, c'est des années 1870. Et encore là, entre 1870 et 1900, on en a peut-être une vingtaine. Donc, vous allez comprendre que les photos que je vous présente ce soir, même si je vais vous parler de choses souvent beaucoup plus anciennes, vont être des photos qui sont surtout entre 1900 et 1950. Okay? Alors, dans bien des cas, vous allez probablement vous y reconnaître. Les lieux ont un peu changé, mais souvent, vous allez trouver des repères. Et sinon, évidemment, je vais vous dire où on est. Alors, le pont, je vous en parle peu, je vais y revenir tantôt, mais comme notre ami André va en parler abondamment dans 15 jours, je n'embarquerai pas trop sur le pont. Petit cours de géographie avant qu'on entreprenne l'aspect purement historique. Il faut savoir qu'il y avait au-dessus de notre tête 1,5 km de glace. Cette glace-là va se mettre à fondre il y a 100 000 ans, suite à un réchauffement du climat, et on va se ramasser avec une grande mer intérieure qu'on va appeler la mer de Champlain. La mer de Champlain va se retirer progressivement. Ouais, c'était bon ça? Ah, c'est bon. Alors, elle va se retirer. Ceux qui connaissent bien le coin, il y a un petit talus au nord de la plaine. C'était le rivage de la mer ici, il y a 11 000 ans. Celui qui est le plus marquant dans le paysage, c'est notre coteau. Donc, coteau le long de l'autoroute 25, le Rangora, particulièrement visible tout le long de Mascouche aussi. Alors, c'est la ligne de démarcation de l'an 9600 ans. Donc, c'est vraiment à cette année où on arrive à un retrait de la mer et où l'eau va passer véritablement en eau douce. La mer va se retirer progressivement, l'eau salée va disparaître. Et le dernier talus significatif, il est juste devant nos pieds, le long de la rue Saint-Louis, pour monter en angle dans le Chenet, suivre le bord de la forêt au long de la 640, et c'est il y a 8400 ans. Donc, la rivière des Mille-Îles, telle qu'on la connaît, c'est 5500,
Mais à toute fin pratique, telle que vous la voyez aujourd'hui, c'est 7500 ans. La présence humaine dans le coin, les plus vieilles données archéologiques qu'on a, c'est justement à peu près 7500 ans. Okay? Mais on n'a aucune donnée de fouille qui nous amène avant l'an 1000. Donc, c'est quand même très récent, les fouilles archéologiques sur notre territoire. On ne sait rien avant les derniers 1000 ans. Alors, voici donc comment c'est formé. Alors, vous remarquez qu'au nord de cette plage-là, c'est du sable. Si vous remarquez dans votre tête le paysage que nous avons, les belles terres sont essentiellement juste ici, dans la plaine de l'Assomption qui longe la rivière des Mille-Îles et le secteur du village de Mascouche de la Cabane Ronde. Tout le reste que vous voyez en vert, c'est des terres sableuses sans intérêt, hormis la partie de la plaine ici, qui est un ancien grand marais avec un bras de rivière qui venait descendre par ici. Alors, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais ça vous met la table. Donc, nos premiers arrivants, des archaïques laurentiens qui progressivement vont laisser la place à une nation plus près de nous, qui est la nation iroquoise. Les Iroquois vont être chassés vers la fin des années 1500, début 1600, par des Algonquins qui venaient de l'Outaouais. Et le territoire va devenir vacant d'Amérindiens. Donc, au moment où nous, descendants français, arrivons sur le coin ici, il n'y a à peu près plus aucune présence amérindienne significative. La région de la Nodière est une espèce de zone tampon entre l'Outaouais, où on retrouve les Algonquins, la région plus à l'est, dans les Bois-Francs, où il y a des Micmacs, pas des Micmacs, mais des Abénaquis, et la région plus au sud, où il y a les Iroquois. Alors, on est vraiment cette zone tampon. Par contre, quand les Blancs commencent à arriver, notamment Samuel de Champlain en 1608, il va faire, lui, des alliances avec les Hurons qui ont été chassés de l'Ontario par les Iroquois, qui ont pris refuge au Québec. Donc, l'alliance Huron-française, l'alliance Iroquois ou Mohawks avec les Anglais du côté de l'État de New York, va faire en sorte que les deux vont être en guerre et les débuts de notre région vont être très difficiles à cause de cette présence amérindienne. Parmi les débuts difficiles, dès qu'on commence à coloniser des terres à Lachenay, donc 1672, premiers colons, 1673, les premières terres sont concédées officiellement. Déjà en 1684, la guerre est déclarée avec les Iroquois et ce qui faisait office de village de Lachenay va être fortifié et ça va devenir le fort de Lachenay. Donc, un épisode très important de notre histoire, assez méconnu, où pendant l'époque 1684 à 1701, il va y avoir 4 raids d'Iroquois sur Lachenay, si bien qu'on va passer de 90 habitants à 33, et en 1692, il ne reste plus que 4 maisons debout à Lachenay, tout a été détruit. Alors, on voit un exemple du massacre de 1689. J'étais là, c'est moi qui ai fait le dessin pendant que ça passait. Et une autre bataille de 1692, celle-là, où il y a vraiment eu une revanche des Iroquois jusqu'aux limites du fort. Alors, la paix de 1701 étant signée, on peut envisager la colonisation. Donc, les terres de Lachenay, les gens reviennent sur leurs terres, donc toute la côte ici. On commence dès 1702 à concéder des terres dans le secteur ici qu'on appelle le Vieux-Terrebonne aujourd'hui, et le long de la côte Terrebonne et de l'île aux Vaches. Et progressivement, là ici c'est 1720, et progressivement on va s'en aller en direction de Bois-des-Filions. Vous remarquez également qu'en 1717, on ouvre les terres de Mascouche, qui faisaient à l'époque partie de Lachenay, de même que les terres de la côte de l'Assomption, qui est le secteur Le Gardeur, Charlemagne aujourd'hui. Alors, après la mise en place de la population, dès 1721, la plupart des terres, notamment du côté de Lachenay, sont bien établies, bien défrichées, et il est sérieusement question d'établir une paroisse organisée, et on va construire cette première église de 1723 à 1730. Elle est sur le terrain actuel de l'église de Lachenay. Celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est la 3e. Celle-ci est la première. Quelques années après, du côté de Terrebonne, on va faire de même. Une première petite chapelle avait été érigée en 1723.
et en 1734, on va entreprendre la construction de l'église. Elle est située dans le petit parc entre l'île des Moulins et le stationnement du théâtre. Donc, quand vous marchez près du bord de l'eau sur le petit sentier, en fait, vous vous trouvez à passer devant comme ça. Donc, pour vraiment vous situer, là, la majorité de l'église est dans le stationnement aujourd'hui. Okay. Alors, on continue. Le cas de la plaine est totalement différent. Les premiers colons vont arriver à la plaine en 1752 seulement, et tout s'explique parce que ce secteur-là est encore relativement marécageux à l'époque. Le retrait des eaux va se faire beaucoup plus lentement, et il faut comprendre le processus de colonisation de Sainte-Anne-des-Plaines d'un côté qui prend assez du temps et qui va se faire surtout justement vers 1740-50 de ce côté-là. Le côté où vous voyez l'église, c'était le côté de Lachenay, donc qui à l'époque appartient à la seigneurie de Lachenay. La paroisse de Mascouche se rendait jusque-là, et on va commencer en 1760 à coloniser le rang de la plaine de ce côté-ci du chemin gascon, Vaulx-Laurier si vous préférez. Alors, même si en 1780, la plaine est occupée, les terres sont colonisées, curieusement, la plupart des gens qui y habitent sont des anglophones. Alors, on ne penserait pas ça de la plaine aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Avec tout le secteur nord-est, nord-ouest de Mascouche, qui était également anglophone, de façon très tangible jusque dans les années 1850. Le secteur de la plaine va naître d'une drôle de façon, c'est qu'on va amener un chemin de colonisation que vous connaissez tous, le chemin gascon, pour développer les Laurentides. Aujourd'hui, quand on pense à l'axe de développement des Laurentides, c'est vraiment l'autoroute des Laurentides, Var-la-Belle, peu importe. Mais un des premiers chemins qui va être mis sur pied comme chemin de colonisation, comme chemin de gouvernement, ça va être l'axe de la Grande Ligne, qui dès 1820 va être ouvert entre Terrebonne pour relier New Glasgow. New Glasgow est à ses tout débuts à ce moment-là, et on va ouvrir ce chemin-là dans le but de se rendre au lac Lachigan et éventuellement de percer la colonisation des Laurentides. Ce chemin, jusque dans les années 1870, on va encore le considérer comme un chemin de colonisation. Alors, au coin de ce chemin-là et du rang de la plaine, il va naître un petit hameau de rien, parce que la famille Gauthier va s'y établir, va ouvrir une auberge, mais ce n'est que quand on va construire le chemin de fer en 1877 qu'il y a un groupe d'ouvriers qui va venir s'installer dans ce chantier improvisé et qui va rester. Le bureau de poste va arriver en 1879 et c'est là véritablement qu'on va entreprendre dans la communauté une volonté de créer une paroisse, mais ça va prendre du temps. Alors, 1915, création de la mission de Saint-Joachim, et 1917, on bâtit la première église. Alors, on va parler maintenant du développement économique. Évidemment, le blé a été majeur dans le développement économique et agricole de la région. Alors, pendant toute la période de 1740-45 à 1800, même 1820, le blé est dominant dans notre économie. Et les moulins, nos beaux moulins, bibliothèque Moulin-Neuf et tout ça. Alors là, vous avez vraiment une image des moulins à une époque où c'est très industriel au début du 20e siècle. Alors, ça n'a pas rien de bucolique avec la bibliothèque et tout ce qu'on voit aujourd'hui. On voit que c'est vraiment un lieu de production industrielle. D'ailleurs, le premier bâtiment qui est ici, c'est un hôtel. Beaucoup de voyageurs de commerce à Terrebonne. Donc, l'hôtel est greffé à même les activités du moulin. Okay. Alors, une autre vue où on voit vraiment tout le bois qui rentre dans le moulin assis. Donc, je rappelle, moulin à farine, moulin à cardé, moulin assis. Le moulin neuf, on l'appelle neuf parce que c'est un des derniers bâtis, 1850. C'est à l'époque où la production de laine est très importante. D'ailleurs, on fabrique à Terrebonne près de 20 de la production de laine du Québec à ce moment-là. Donc, c'est pour vous donner une idée de l'importance que la laine transformée va prendre dans la région après l'effondrement du blé. D'autres moulins. Chaque petit village avait le sien. Celui de Lachenay, la famille Terrien, celui de Zénophile Terrien, à côté de l'église, avait un moulin comme celui qui employait une douzaine d'employés. Et on retrouvait aussi beaucoup de moulins portatifs. Chacun des agriculteurs avait à peu près toute leur terre à bois.
Donc, on se déplaçait des petits moulins comme ça pour approvisionner nos besoins, soit en bois de corde ou carrément pour faire de la blanche. Dans les années 1950, on commence à avoir des moulins industriels. C'est le cas du moulin Guilbeault à la Plaine. Donc, route 335 aujourd'hui, Val-Laurier, et l'ancienne voie ferrée que vous voyez qui passe ici, maintenant qui n'existe plus. Au cœur du village. Au fil des années, le bois devient toujours important, mais on le transforme. Et à Terrebonne, on va avoir des entreprises, notamment de portes et fenêtres. C'est le cas de la compagnie Limoges, qui ici était construite pratiquement dans la rivière. En fait, il y a une partie de l'usine qui était dans la rivière au bout de la rue Sainte-Marie. Donc aujourd'hui, c'est le beau parc qu'on a avec les drapeaux et tout ça. Mais à l'époque, c'était une usine. Cette usine-là, retenez-la, c'est le foyer d'incendie du feu de 1922 que je vais vous parler. Toujours l'industrie Limoges, photo du personnel. Portez attention à l'âge. OK, amusez-vous. Donc, selon les statistiques, les recensements qu'on lit, il n'est pas rare d'avoir des employés qui ont en bas de 15 ans. D'ailleurs, c'est souvent 7, 8, 10 employés qui ont en bas de 15 ans à ce moment-là. Une autre entreprise qui va devenir importante dans le 20e siècle à Terrebonne, les vieux comme moi, j'ai travaillé là. Alors, ça vous donne une idée comment ça pouvait être vu. Alors, c'est la Canada Flush Woodward, connue aussi plus récemment sous le nom d'Unique. Portes et fenêtres, alors, dès 1930, compagnie qui vient, dans le fond de l'Épiphanie, l'Assomption, qui va déménager ici et qui va devenir très florissante avec ses 200 employés. Photo, image, en fait, pas une photo, c'est une aquarelle en couleur. C'est la plus vieille illustration qu'on a de Terrebonne, en 1810. Faite par Georges Hériotte, qui était le maître général des postes. Et il faut savoir que Terrebonne était vraiment reconnu comme un des plus beaux villages au Québec. Okay? Ce n'est pas d'être chauvin de le dire, c'était vraiment reconnu. Et on voit un peu la perspective, et quand on est un petit peu observateur, on reconnaît des édifices, dont la boulangerie ici, et dont la maison Mackenzie Fraser, qui est sur Saint-Louis, juste ici, débillée en avant. Okay. Évidemment, là, quand vous êtes proche avec une loupe, c'est plus simple que ça. Alors, on arrive donc dans nos photos un peu de paysage, voir à quoi ressemblait le milieu. Donc, nous sommes juste ici en face. On est exactement sur le coin de Desbraves et Saint-François-Xavier. Il faut savoir que la rue des Braves, dès les années 1740, est une très grande rue à Terrebonne. C'est la grande rue du commerce de gros. Alors, en fait, en 1760, le bâti de Terrebonne est plus important qu'il l'est aujourd'hui. Les bâtiments qu'on retrouvait le long de cette rue-là, c'était vraiment des grands bâtiments de pierre, 2-3 étages, très massifs, des grands entrepôts de grains. Okay? Alors, beaucoup de commerce de gros. Donc, au fil du temps, il faut savoir que déjà vers 1745-50, Terrebonne figure comme le plus important village au Québec, après les grandes villes comme Montréal, Trois-Rivières et Québec. Alors, ça nous met un peu en contexte ces grands bâtiments-là qui distinguaient déjà Terrebonne du reste de la province. Alors, vous avez un exemple en fait, probablement de la plus vieille maison connue du vieux Terrebonne. Celle-ci, Claude, c'était 1741-42, c'est ça. Alors, c'est la plus vieille partie qui était ici. Maintenant, on ne voit pas la démarcation, mais à l'époque, on la voyait bien. Donc, quand je vous parlais justement d'édifices cossus sur la rue des Braves et sur la rue Saint-Louis, c'est vraiment ce qu'on retrouvait à l'époque de la fin du régime français. Un autre édifice, malheureusement détruit au début des années 60, qui faisait le coin où est le bistrot L'Impression aujourd'hui, vous montre vraiment ces édifices des grands notables, de la famille Prévost notamment, qui était un notaire et un homme d'affaires important de Terrebonne. On voit vraiment la petite rue Saint-François-Xavier ici. Si vous portez attention, vous allez reconnaître certaines maisons. La rue Maudet, c'est intéressant parce que la famille Maudet a une histoire qui a marqué Terrebonne. D'abord, c'est un forgeron qui arrive de l'Angleterre, qui va passer par le nord de Montréal pour arriver ici.
va partir sa boutique de forge qui va rapidement devenir une usine de machinerie agricole. Donc, dès les années 1850, on va bâtir cette usine-là qui, comme vous le remarquez, est construite presque essentiellement dans la rivière. Et cette partie de la rue Saint-Louis n'existe plus. C'est en fait entre la rue Maudet et l'autoroute 25 aujourd'hui. En fait, la photo est pratiquement prise tout près de l'autoroute 25, du pont de l'autoroute 25 par rapport à aujourd'hui. Okay. Alors, cette usine-là va passer au feu. Donc, on va risquer de très proche de perdre l'usine Maudet au profit de Sainte-Thérèse, mais à cause de l'influence politique et tout ça, on va la ramener près de la voie ferrée. D'ailleurs, il y avait un embranchement du chemin de fer entre la gare et l'usine. Donc, maintenant, on n'a plus le deuxième étage. Tout ça a disparu, mais vous reconnaissez encore cette partie décorative ici et la partie avant qui n'a pas changé. Malheureusement, c'est un bâtiment qui actuellement est dans un état de décrépitude avancé. Donc, 1892, on reconstruit ça. Un autre belle qui commence à faire parler d'elle ces jours-ci, l'édifice de la Globe Shoe, manufacture de souliers, qui va devenir par la suite la Bill Trapp. Il y a quelques entreprises qui vont passer là avec le temps. Alors, bâtiment de 1917, qui est le seul qui finalement ne passera pas au feu en 1922, dans la partie au sud de Saint-Pierre. Le tabac. À partir du 20e siècle, particulièrement, le tabac va devenir très important dans la région et la famille Chartrand va opérer une entreprise de la compagnie de tabac de Terrebonne, avec notamment les cigarettes Val-d'Or et un quartier de la Chenette qui s'appelait le Petit Val-d'Or également, sur les terres de Chartrand. Cette bâtisse-là va passer au feu dans les années 80. L'agriculture, on pourrait en parler longuement. Il y a eu toute une évolution de nos pratiques selon les marchés. Celle-ci est particulièrement intéressante, fait le lien avec le blé. Donc, la culture du blé va vraiment être très importante, comme je le disais tantôt, jusque dans les années 1820. Elle va être remplacée par la suite par l'avoine, progressivement par le foin, parce qu'on va passer vers la fin des années 1800 à une spécialisation de l'élevage laitier. Alors, juste pour vous rappeler, on est dans l'est de la Chenette, le long du chemin Saint-Charles, donc avant la mécanisation. La dernière ferme de Terrebonne, plusieurs s'en souviennent, Var des Seigneurs et rue Saint-Michel, qui a passé au feu, ça l'a fini par un incendie. Les belles vaches. J'ai mis la vache, et cette photo-là, elle n'est pas en campagne loin, elle est dans le vieux Terrebonne. C'est que si vous remarquez, vu des airs, la plupart des terrains du vieux Terrebonne sont très vastes, justement parce que chaque famille avait son grand jardin, ses écuries, son poulailler, et avait même souvent une vache, deux vaches et tout ça. Donc, dans le village même de Terrebonne, il y avait une activité agricole, si on peut dire, qui était là. Le tabac, cette maison-là, pour ceux qui connaissent la Chenette, aussitôt que vous traversez le nouveau pont de la rivière Mascouche, vous allez encore reconnaître cette maison-là qui vient d'être rénovée. Alors, c'est la ferme Calix-Quentin avec les productions de tabac. À cette époque-là, de 1930, on est rendu au tabac jaune, donc vraiment un tabac spécialisé de plus en plus pour les cigarettes. Quand je vous parlais de nos vieilles photos, c'en est une. On est à peine au début de 1900. On peut se situer facilement par l'église de 1879, qui est là, au bout de la rue Sainte-Marie. On descend la côte, vous avez ici la rue Saint-François-Xavier, et on est ici comme sur le coin de Saint-Pierre. Alors, vous allez reconnaître où est le folichon, ici. Et si vous portez attention, cette maison mansardée-là, c'est écrit Sainte-Marie aujourd'hui, qui a changé totalement de style. Mais c'est la même maison. Alors, quand on est très familier, surtout vu des airs, on reconnaît quand même passablement de maisons là-dessus. Une autre belle vue prise de la tour de l'Hôtel de Ville, vers 1900 toujours, c'est le Collège Saint-Louis. Donc, à partir de 1882, les clercs de Saint-Viateur vont venir enseigner à Terrebonne. Une communauté qui nous ont donné une qualité d'instruction vraiment intéressante.
et qui va permettre justement de former une première élite canadienne-française à Terrebonne. Alors, le collège va prendre l'expansion. On reconnaît aussi le vieux manoir du temps de Louis Lepage qui était toujours existant à ce moment-là. Et ici, il y avait une petite rue qui n'existe plus, qui est la rue de la Fabrique. Et juste devant, ici, avant qu'on construise les grands magasins de LH Desjardins que vous verrez un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, c'est vraiment le cœur de Terrebonne était ici. L'église était là avant son déménagement au haut de la côte. Le magasin de Salomon-Jacques, si vous observez, cette maison-là existe toujours. Les assurances Taillefer, tout ça sont dans cet édifice-là. C'est ici, évidemment, le McTavish. C'est plus le même bâtiment, mais il est au même endroit. Alors, justement, Salomon-Jacques, le grand-père, arrière-grand-père d'André, c'est ça, André? Ton arrière-grand-père? Ton oncle, OK, bon. Ton oncle, c'est le petit, ah, OK, c'est ça, parfait. Il y a des airs de famille, ouais, c'est ça. Donc, autre belle photo, là, je suis sûr que vous reconnaissez des endroits. Si je vous montre ça, ça vous dit probablement quelque chose. Da Pietro, effectivement. Donc, on est vraiment sur Saint-Pierre. L'ancien bureau de poste qui va passer au feu. La pharmacie de la maison du docteur Rochette, que vous allez entendre parler dans une autre activité bientôt, j'en dis pas plus. Alors, ça passe tout au feu. On est des pyromanes à Terrebonne. Alors, une autre rue qui a totalement disparu, la rue Sainte-Marie au sud de Saint-Pierre. Donc, tout ça où était la boucherie Ouimet va disparaître. Mais ça vous montre très bien une scène de 1915 à peu près dans le vieux Terrebonne. Autre édifice que plusieurs ont connu, ceux de ma génération, c'était le va-et-vient. Pour les autres, ça a pu être la banque. Et donc, édifice qui a passé au feu en 2000, qui va permettre la construction du théâtre actuel. Donc, on est vraiment sur Saint-Pierre, au coin de Sainte-Marie. On voit le collège dans le fond. Ça, vous vous replacez probablement. Tabagie Richard, restaurant avant d'être la tabagie, avec le salon de barbier à côté. Donc, qui va être pratiquement comme ça, sans trop de changements, jusqu'à la fin des années 1900. À l'intérieur, moi, j'ai connu ça comme ça. Ça n'avait pas vraiment beaucoup changé à l'intérieur. Donc, monsieur, justement, Marcel. Dans les villages, les structures commerciales étaient différentes. La Plaine et la Chenay n'avaient pas des commerces spécialisés. On se contentait de magasins généraux. Dans le cas de la Chenay, ça s'est promené entre 2 et 1 magasin. Dans le cas de la Plaine, il y en a pas mal toujours eu 2 dans le village. Le plus important, c'est la famille Gauthier, que je vous parlais tantôt, donc qui était vraiment sur le coin, donc l'ancienne rue de l'Église, Émile-Leroy aujourd'hui, et le Boulevard-Laurier, qu'on appelait la Grande Ligne à l'époque. Alors lui, il y avait tout, donc magasin général, bureau de poste, poste d'essence, tout était là. Ça m'amène à vous parler de l'éducation. Déjà vers le début 1800, on note des présences d'éducation organisées par des écoles de l'institution royale. Le clergé catholique n'aimait vraiment pas ça parce que ce n'était pas un enseignement religieux. Ça va forcer l'Église catholique à amener une communauté religieuse, donc la congrégation de Notre-Dame, qui va en 1826 ériger son premier couvent. Si vous marchez derrière le théâtre à terre, vous allez voir des dalles. C'est l'emplacement de l'ancien couvent qui formait un L un petit peu. Alors, c'était justement la rue de la Fabrique qui était ici, et on arrivait au bout. Donc, c'est vraiment dans la cour du théâtre d'aujourd'hui. Vous avez ce beau monument de la tempérance. Il y a eu 2 grands mouvements de tempérance vers 1840 et un autre vers 1910, où vraiment le clergé particulièrement a combattu beaucoup les problèmes d'alcoolisme. Du côté de la Chenay, c'était plus modeste, école de village. Donc, on voit ici l'école typique avec la coche de 1832. Et l'école Saint-Charles a encore cette cloche de 1832. Un des fleurons de nos institutions d'enseignement, le Collège maçon, comme son nom l'indique, mis sur pied par la volonté du Seigneur Joseph Masson et de son épouse,
et aussi d'Adrien Théberge, le curé. C'est le deuxième collège. Il y en a eu un premier un petit peu plus à l'ouest. Et on est ici au bout de la rue Laurier. En fait, on est sur Saint-Louis, face à Laurier. Grand collège, comme vous pouvez le voir, des élèves qui venaient même de l'Ontario, des États-Unis, avec une spécialité en cours commercial. Donc, passe au feu en 1875. On a deux choix, bâtir le collège ou l'église. On va choisir l'église. Exemple de belle petite école de rang, celui du bas de la Chenay. Donc, vraiment, c'est le genre d'école. Et cette bâtisse-là existe toujours, mais est intégrée à une maison sur la rue Bissonnette qu'on ne voit plus aujourd'hui. Alors, le vieux couvent que vous avez vu tantôt, lorsque l'église s'en vient sur la rue Saint-Louis, bien, vous avez compris que les belles-sœurs ne voulaient pas marcher d'en bas de la côte pour emmener leurs élèves à leur confesse en haut de la côte. Alors, ils vont se bâtir un beau couvent tout neuf à côté de l'église. Alors, les dames de la congrégation vont s'installer là en 1883. Donc, bâtiment qui existe toujours, que vous allez reconnaître en passant devant, il n'a pas changé d'un poil. Notre fameux collège Saint-Louis, qui va avec le temps s'agrandir, mais qui malheureusement va passer au feu en 1939. Il va rester qu'une toute petite partie qui va servir à la commission scolaire, de centre civique ou communautaire par la suite, qui va être démoli dans les années 70. Ici où nous sommes actuellement, donc, outre le fait que c'était la maison de Mme Masson, la partie que vous voyez, c'était le manoir de Mme Masson, il va être pris par les Pères de Saint-Sacrement en 1902, qui vont le transformer en Juvénat, séminaire, et qui va prendre l'expansion par la suite. Premier couvent de la Chenay. Donc, la Chenay va hésiter longtemps à bâtir un couvent parce qu'il fallait payer le salaire des sœurs, et ça coûtait cher. Et comme c'était tous des agriculteurs, ils ne voyaient pas la pertinence de payer des salaires de religieuses. Alors, ça va prendre des curés assez persuasifs pour convaincre les gens de la Chenay de sortir des cents de leur poche, qui, en passant, était une population très aisée. Les agriculteurs de la Chenay, pour une bonne partie, étaient des gens qui bénéficiaient d'une aisance financière. Alors là, l'école Saint-Charles, qui existe toujours, en fait, va être construite et ouverte en 1916. Du côté de la plaine, plus modeste, après la création de la paroisse, on va garder les écoles de rang et même au village, on va attendre jusqu'en 1932 pour bâtir ce couvent-là avec l'arrivée des sœurs de Sainte-Croix. Alors, quand les sœurs arrivent, on va décider de leur bâtir un couvent. Donc, vous voyez, c'était quand même assez modeste. C'est aujourd'hui la cour municipale, poste de police de la plaine qui est là. Or, les églises vont aussi évoluer. C'est l'époque où on arrive, surtout vers 1850, avec Monseigneur Bourgette à Montréal, qui va vouloir affirmer le fait français. N'oubliez pas qu'on vient de vivre les Patriotes, la rébellion des Patriotes, et une façon pour Monseigneur Bourgette de montrer que notre pays est un pays francophone catholique, c'est d'imposer, entre guillemets, des cathédrales dans chaque paroisse. Donc, partout où les paroisses étaient le moindrement bien établies et pouvaient se le permettre, on va bâtir véritablement des temples monumentaux dans chacune de ces paroisses. Alors, il y a une chicane qui va durer 15 ans pour savoir où on va placer la nouvelle église de Terrebonne. Est-ce que c'est en bas de la côte, en haut de la côte? Bref, Mme Masson va donner le terrain, va fournir la pierre. Alors, devant un fait accompli, on va vraiment décider de l'installer sur le terrain de Mme Masson. Et en 1879, on ouvre cette nouvelle église-là, puis on va progressivement démolir l'ancienne du bord de l'eau. Du côté de la Chenay, de Mascouche, même chose. Donc, 1885 à Mascouche, 1890 à la Chenay, on détruit la vieille petite église pour en faire une plus grosse monumentale. Celle-ci va passer au feu en 1964. On va voir ça tantôt. Donc, vous avez ici un beau panorama d'un printemps où le niveau des eaux était très élevé. C'est en 1928 pour être précis. Donc, vous voyez le ruisseau Saint-Charles. Il y avait eu de l'eau d'ailleurs jusqu'à la localité du perron de l'église ici. Alors, d'école, l'église de la Chenay, le presbytère de l'époque qui faisait le noyau, le cœur du noyau villageois de la Chenay. Il y a eu aussi les anglicans. Donc, je vous parlais de la présence anglophone tantôt.
En 1840, on va créer 2 paroisses anglicanes. Maudit va s'occuper de créer la paroisse Saint-Michael à Terrebonne, dont l'Église existe toujours, bien qu'elle ne sert plus d'Église depuis déjà une vingtaine d'années. Et du côté de Mascouche, on va ouvrir la Grace Anglican Church, qui fête ses 175 ans cette année. Qui connaît ça? Posez ma voix, posez une question. Ah, c'est pas bête, un charnier dans un cimetière, mais c'est pas ça. La grotte du Coteau, c'était en plein ça. En 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale, on va décider d'ériger, en fait, c'est un type, un M. David, qui va décider d'ériger un petit lieu de recueillement, une chapelle de procession. On va au bout de la terre des Ouimettes, donc la rue Ouimette, si vous l'aimez mieux, en haut, sur le dessus du coteau. Et on bâtit un petit lieu de recueillement qui va assez rapidement devenir un lieu de pèlerinage. Et finalement, en 1962, on rebâtit la grotte actuelle et le fameux parc de la grotte qui existe toujours avec la grotte qui est plus ou moins entretenue, mais qui est là. Des chemins de croix, c'en est un et un autre. On en avait plusieurs sur le territoire. Il en reste moins qu'avant. On en a quelques-uns. Celle-ci existe toujours, mais a perdu beaucoup de son lustre. La croix des Forgettes, c'est le parc de la croix quand on entre dans la chenille. La croix est toujours là, mais elle a perdu ses ornements. Alors, l'incendie de l'église de Lachenay, donc 1er juin 64, il ne reste plus rien. Et même chose en 69, avril 69, l'incendie de l'église Saint-Joachim de la Plaine. Alors, il ne reste que des ruines dans les deux cas. On va rebâtir des églises à neuf. Ça m'amène au grand feu de 22, qu'on a déjà parlé beaucoup. Je vous montre une belle illustration de journaux pris sur le vif. Alors, je vous rappelle, on a vu l'usine de la Limoges tantôt. Le feu prend là. Le vent vient du sud-ouest, 1er décembre. L'hôtel de ville est attaqué. La station de pompage où on pompe l'eau, la marine, est attaquée. Finalement, on n'a pas d'eau pour arroser le feu. On fait venir des pompiers de Montréal puis de Trois-Rivières, mais à cause de l'ampleur du feu et du trafic des curieux qui abondent, ils ne sont pas capables. Les pompiers de Montréal font le tour par Pointe-aux-Trembles, le bout de l'île, puis s'en reviennent. Il arrive à minuit le soir. Ceux de Trois-Rivières arrivent à 1h du matin. Okay? Alors, vous avez compris qu'il ne restait plus grand-chose. Alors, voilà le lendemain matin du feu. La photo est prise dans la cour du collège. Pour vous situer, l'usine Limoges était là. L'hôtel de ville, vous voyez les fondations de l'hôtel de ville. Okay? La structure du bureau de poste qu'on a vu, de la maison d'histoire, était comme ici derrière. Et regardez tout ce qui reste, l'usine de la Globe Shoes à rue Chapelot, que les pompiers de Trois-Rivières vont protéger du feu. Et curieusement, une petite maison, celle de Philippe Lemieux aujourd'hui, c'est au bout de la rue Saint-Joseph, qui va se ramasser là, qui va être protégée parce que probablement les gens l'ont arrosé pendant 24 heures en ligne. Alors, il ne reste plus rien. 148 familles dans la rue. Alors, la reconstruction au printemps, alors si vous remarquez bien, demain, par temps clair, vous irez vous promener sur la rue Saint-Pierre, vous regardez à droite, c'est des maisons de briques, 2 étages. À gauche, ce sont des plus vieilles maisons. La ligne de démarcation de la rue Saint-Pierre est bien visible. Alors, on voit la reconstruction lente. On va en reprofiter pour élargir les rues et tout ça. Donc, le vieil hôtel de ville de 1890, en passant, il y a un bureau là-dedans. Tout le reste sert de salle communautaire et de marché public. L'hôtel de ville, c'est davantage un marché où les agriculteurs, les commerçants vont vendre. Nouvel hôtel de ville construit pendant la crise, avec les travaux de la crise en 1931. Actuellement, vous avez remarqué les travaux, on est en train de refaire la brique au complet. La voirie, juste pour vous montrer qu'il fallait entretenir et faire des chemins. Donc, on est sur une portion du rang Charles-Aubert. Alors, on voit comment on faisait les travaux de voirie à l'époque. On regarde l'âge des employés, c'est surtout bien le fun à regarder. Deux belles petites scènes pastorales, juste pour me reposer à voix. Le Beau-Pont, j'en dis pas plus, vous viendrez écouter André Fontaine dans 15 jours. Donc, on passe d'un petit pont de bois à un pont de fer, avec des postes de payage. Vous voyez l'autobus passer là. On ne croisait pas deux, pas besoin de vous dire ça. Bateau, important. On oublie que les débuts
de nos transports ont été beaucoup par voie d'eau. On oublie qu'à Terrebonne, il y avait un port. Il y a eu un chantier naval à Terrebonne. On a construit des bateaux à Terrebonne. Et ces bateaux-là, qui vous d'ailleurs voyez Terrebonne dessus, qui est à Montréal sur cette photo-là, va se rendre jusqu'où est le pont, le vieux pont aujourd'hui, le pont Sophie-Masson. Il y avait des quais à la Chenée et à Saint-François. L'arrivée du chemin de fer en 1879 vient tout changer. Les 3 heures qu'il fallait prendre en bateau ou en voiture à cheval pour se rendre à Montréal, dorénavant, on le fait en moins d'1 heure. Petit fait cocasse. Ce train-là prenait moins de temps pour aller à Montréal que notre train de banlieue. Passons à la prochaine photo. Alors, Terrebonne va devenir un point de service pour la gare. Donc, la gare va s'adjoindre une partie pour la marchandise des usines et également une tour à eau pour remplir les locomotives à vapeur d'eau. On retrouvait ça à peu près toutes les 25 000 sur la voie ferrée. L'arrivée des camions va forcer à revoir un peu nos matériaux, les ponts. Alors, toutes nos petites infrastructures, le moindre petit ponceau, ici on traverse le ruisseau Saint-Charles à la Chenée, va nous forcer à refaire des ponts avec l'arrivée, justement, des poids lourds comme ça, en 1920. On va encore longuement utiliser les charretiers avec des slés. Donc ici, on est dans les années 40 et notre ami alors est à la gare de Mascouche ici. Et c'est le transport entre la gare et le village de Mascouche. Donc, on retrouvait ça à Terrebonne également, parce que ce que les gens oublient, c'est que dans notre région, hormis le cœur de Terrebonne, on n'a pas déneigé les routes l'hiver avant 1947. On roulait la neige, on la compressait, mais il n'y avait pas de déneigement systématique. Okay? Même dans les rues du Vieux-Terrebonne, c'est chaque personne qui était responsable de déneiger son trottoir et sa rue, son bout de rue. Ça nous amène au transport en commun. Donc, le développement de l'automobile va nous amener à la formation de premiers hybrides de semblant d'autobus. Alors, on aurait le premier qui est arrivé ici en 1919, c'est notre premier service d'autobus, photo de 1922. Et l'anecdote qu'on connaît de cette photo-là, c'est lorsque les gens montaient la côte de la Montée-Masson, s'il était plein, il était trop pesant, qu'il fallait qu'ils débarquent, monter la côte à pied. On rembarquait en haut pour se rendre. L'histoire ne dit pas dans l'autre sens si les freins étaient assez bons, là, mais entre 1910 et 1915, on va commencer à remplacer tous nos trottoirs de bois par des trottoirs de béton. Alors, cette photo-là est intéressante parce que c'est un peu la limite du village de la Chenée vers 1915. Et la particularité de la Chenée, c'est qu'il y avait un trottoir à peu près à la grandeur de la Chenée à cette époque-là. Et aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Mais à l'époque, il y en avait à partir, pour ceux qui connaissent bien le loin, pratiquement de la montée du Mai, aller jusqu'à 3 km dépasser l'église. Okay. Le téléphone. Le téléphone arrive à Terrebonne en 1890, se propage à la Chenée en 1908, 1910 à Mascouche. La plaine, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ils ont eu le temps d'avoir le cellulaire avant le téléphone. Non, j'exagère. Et évidemment, ce n'était pas des téléphones automatiques, mais c'était des téléphones avec des centrales. Donc ici, c'est la madame Sancartier, qui va être, la famille Sancartier va exploiter longtemps la centrale téléphonique de Terrebonne. Alors, on a toutes sortes d'histoires qu'on pourrait compter. On pourrait faire une conférence juste sur le téléphone, le commérage et tout le reste. Des belles scènes bucoliques, quand je vous disais que Terrebonne était reconnue pour sa beauté, donc on a vraiment des belles scènes de la rivière d'Émile-Île avec ses îles. Vous pouvez vous replacer, parce que cette vue-là, vous l'avez déjà vue. C'est sur la rue Saint-Louis, à peu près où on fait le stop à Résidence funéraire Saint-Louis. C'est sûr qu'en auto, on regarde plus en avant que dans la rivière, mais c'est à peu près la scène que vous avez. Une autre belle scène avec les chaloupes. Il faut voir qu'on utilisait beaucoup. Les gens de Terrebonne avaient à peu près tous le chaloupe d'amarrer dans le bassin ou sur l'écluse ou un petit peu partout. Et les gens vivaient beaucoup en interrelation avec la rivière. C'est une chose qu'on a perdue. C'est sûr que
Si les 110 000, on se met à les mettre nos chaloupes sur le bord de l'eau, va peut-être manquer de place, mais c'était à l'époque vraiment une relation importante. Ça m'amène au bocage. Le premier parc qu'on a eu à Terrebonne est là depuis les débuts de Terrebonne. C'est tout ce beau terrain qui fait aujourd'hui la courbe. En fait, ça, c'est la rue des Braves et c'est la courbe de la rue Saint-Pierre. La rue était plus étroite à l'époque, si bien que quand on arrivait dans la courbe, l'église était à peu près où moi je suis placé. Alors, tout ce terrain-là faisait un grand parc boisé. Il en reste encore une petite partie aujourd'hui. Vous avez des tables à pique-nique, vous avez un poste de transformation de belle, toutes sortes de choses, mais c'est vraiment... Et on voit l'hôtel, justement, qui était à l'entrée de l'île des Moulins, ici. Ça existe, ça. Savez-vous c'est où? C'est juste à côté ici. C'est Jardin Masson. Donc, un peu caché maintenant. Les marchés de Noël l'hiver, c'est sur ce terrain-là qui ont lieu. Mais un coup réanimé, voici à quoi ça peut ressembler. Ça aussi, ça existe toujours. Donc, en 1911, la famille Masson va donner à la ville de Terrebonne le terrain d'en face, qu'on appelle le parc Masson ou le parc des Canards, selon ce qu'on veut. Et ces gloriettes-là, bien, figurez-vous donc qu'ils étaient là à l'époque même où Mme Masson a fait construire son manoir. Donc, c'est véritablement peut-être parmi nos plus beaux monuments historiques que nous avons dans Terrebonne. On les voit tous les jours, on y porte peu d'attention. Il est un petit peu plus beau. Aujourd'hui, ils sont ouverts. Cette partie-là, comme un peu disparue, c'est devenu des aires ouvertes, mais on reconnaît quand même l'esprit des lieux. L'hôtel Bernardin. Vous avez vu l'hôtel du boulevard dans l'entrée de l'île des Moulins? En 1905, son fils va bâtir juste en face, sur le coin de Saint-Pierre et des Braves. L'hôtel Bernardin va devenir un des deux beaux gros hôtels pour les touristes de Terrebonne. Et petit à petit, bien, l'hôtel devient plus un débit de boissons, qui va devenir l'hôtel d'Émile-Île et qui, en 1971, va passer au feu. D'ailleurs, toutes mes histoires des bâtiments à Terrebonne, ils finissent toutes parce qu'ils passent au feu, que c'est pas compliqué. Bon. C'est là que je serais venu en vacances à Terrebonne, moi, c'est sûr. L'hôtel du Gars, ou l'hôtel Gauvreau auparavant, rue Saint-Jean-Baptiste, au coin de Saint-André, donc 2 billets à l'hôtel de ville, grand terrain avec vue arrière sur la rivière. Alors, c'était vraiment l'hôtel où les touristes aimaient bien venir se reposer en vacances. Autre belle vue de la rue des Braves, qui ne s'appelait pas des Braves à l'époque, en passant, qui s'est appelée rue de la Trappe, et à cette époque-là, c'est la rue du Boulevard. Donc, vous vous replacez-vous. Ici, c'est les avocats Talbot, Kingsbury et compagnie qui sont là. Donc, vous avez l'impression au coin, la bâtisse à côté où il y a la crème glacée, là. Moi, c'est ça que je replace comme repère. OK? Et vous avez les nouveaux condos qui ont remplacé cette bâtisse-là aujourd'hui. OK? Qui d'ailleurs, ça va devenir un hôpital qui passe au feu. Je vous parlais de nos belles rues pas déneigées l'hiver. Donc, on a une belle photo, 1900 précisément, celle-là. Donc, on est juste ici en face, le collège est ici, la rue Saint-Louis. On reconnaît encore la clôture qui n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé ici en façade. Regardez les maisons sur le coin, vous reconnaissez tout ça. Donc, on est quand même là 115 ans plus tard, puis on a les mêmes angles, mêmes repères, tout ça. Belle maison que je vous parlais tantôt, du lieutenant-gouverneur Louis-François Rodrigue Masson, bâtie en 1807, donc toujours présente, un petit peu transformée, mais à peine, avec la rue Saint-Louis, les beaux trottoirs de bois. Celle d'Hercule Masson. Donc, il faut savoir qu'à partir d'ici, en s'en allant vers l'ouest, on appelait ça un peu le front bourgeois. Toutes les notables de la famille Masson vont se prendre des bouts de terrain et vont se bâtir toutes de somptueuses maisons d'été. Parce que ces maisons-là, essentiellement, la plupart des maçons vont y venir l'été comme chalet. OK. Alors, le beau petit chalet que vous venez voir, il vaut 900 000 $ actuellement. Un autre beau chalet, non, celui-là, ce n'est pas un chalet. C'est la résidence d'Ernest Saint-Raphaël-Mathieu. Donc, notaire, homme d'affaires important, vraiment un des maires qui a joué un rôle les plus fondamentaux dans le développement de Terrebonne au 20e siècle. Donc, comme tout bon notable, on se construit devant l'église, maison victorienne, on montre notre opulence.
Alors, Terrebonne d'après le feu. Là, on voit vraiment que le décor est en train de changer. On a élargi la rue Saint-Pierre. On reconnaît toujours la tabagie Richard, l'arrivée des autos, le nouveau bureau de poste. Ici, c'est on reconnaît quand même des bâtiments, là, c'est parce qu'on voit l'angle, mais ça n'a vraiment pas changé. L'édifice Ernest Saint-Raphaël-Mathieu, qui était l'hôtel central, le magasin Gauthier, qui est le Saint-Patrick aujourd'hui. L'exemple des maisons de colonisation, celle-ci a disparu, mais nos premiers colons, jusque vers 1850, c'était véritablement ce genre d'habitat-là que les familles plus modestes avaient. Okay? On voit que l'habitat va évoluer beaucoup à partir du 19e siècle. Alors, une autre belle scène du village de Lachenay, cette maison-là n'a pas au feu. C'est curieusement la caserne de pompiers de Lachenay qui est là aujourd'hui. Okay? On est une scène typique. Tous ceux qui ont mon âge et plus ont connu ça. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche après-midi? On va chez les grands-parents, c'est la galerie. La famille se rassemble à la galerie. Donc, c'est le cas de la famille Gauthier à la Plaine ici, rassemblée, toute bien vêtue. Une autre belle photo de la maison villageoise de Lachenay. On est toujours sur Saint-Pierre. On revire le coin de Sainte-Marie. C'est un cortège funèbre. Le mort est Alphonse Desjardins, pas celui des Caisses, celui de Terrebonne. Alphonse Desjardins était député, sénateur, maire de Montréal, etc., etc. Okay. Et c'était la belle maison grise que vous voyez sur la rue Saint-Louis, au coin de Laurier. Les processions, ça, on pourrait en mettre tant que vous en voulez, il y en a eu pour s'amuser en masse. Donc, ici, avec la belle bannière de la Fraternité du Tiers-Ordre de Saint-Louis. Alors, évidemment, les loisirs. Notre premier cinéma, le Terrebonnoscope, en 1908, va ouvrir sur la rue Sainte-Marie. C'était la salle La Joyeuse. Et vous vous replacez peut-être pas, mais si je vous dis que ça, c'est le restaurant chez Biggs, là où vous êtes placé, c'est que cette partie-là a passé au feu. Ça a disparu, il y a eu un incendie, mais cette partie-là est restée. Le collège va être non seulement une institution de formation, mais une institution qui va amener à encadrer les jeunes. Donc, cadets, sport, développement des sports, des loisirs, de la culture, les premières pièces de théâtre. En fait, tout va émaner du collège. Que le Collège Saint-Louis va jouer un rôle vraiment important. Alors, dans son terrain, dans sa cour d'école, bien, on retrouvait l'hiver la patinoire. Là, on voit le stade de baseball l'été. On voit la fanfare aussi, parce qu'il y avait une harmonie de relier à l'école. Donc, le collège est vraiment un vecteur important du développement à la fois culturel et sportif des jeunes. Cabane à sucre, on oublie qu'on vit dans des érablières. Maintenant, il y a des quartiers résidentiels, mais encore aujourd'hui, on a encore un volume assez important de bois. Donc, l'exploitation des sucres s'est faite depuis toujours. Alors, quelques petites scènes d'activité. Les vacances d'été des classes inviateurs. Donc, on profitait du bon temps pendant que les jeunes s'occupaient du gazon. L'été, à partir des années 1900, en fait, précisément 1897, il y a un tramway qui part de Montréal et qui arrive au bout de l'île où est le pont Le Gardeur aujourd'hui. Donc, les bateaux partaient du bout de l'île et amenaient les gens en vacances à Lachenay. Si je vous dis qu'en 1910, dans le village de Lachenay, il y a un hôtel de 50 chambres. C'est gros, hein? C'est ça. Alors, vous voyez que la villégiature va devenir importante le long de la rivière des Mille-Îles au début du 20e. Même chose près de la gare de Terrebonne avec le train à partir des années fin 1800, début 1900. D'ailleurs, ceux qui partiront vers Lachenay, vous regarderez, en traversant la voie ferrée, la première maison rouge en briques à votre gauche, c'est une ancienne auberge, justement, en lien avec les activités de la gare. Plus près de nous, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la villégiature, mais surtout des francophones cette fois-là. Donc, tout le coin de Terrebonne-Heights, à partir de 1915-20, va commencer à se peupler d'anglophones du sud-ouest de Montréal. Les francophones, eux, vont surtout arriver après la Deuxième Guerre. Donc, à partir des années 1945, 50, 55, beaucoup de chalets vont être construits sur notre territoire.
C'est le cas ici de ce qu'on appelle la terrasse Messier, ou la rue du Domaine, si vous préférez aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une scène typique de ce qu'on pouvait retrouver dans les années 50 tout le long de la rivière des Mille-Îles. Et la plage, dans mon jeune temps, je me suis baigné dans la rivière et je rêve encore du jour où je remettrai les pieds, dans de l'eau propre, bien entendu. Alors, là, on est toujours à la plage Messier, justement, là, dans le secteur centre de l'Achenet. Alors, ces petites plages-là nous emmenaient des restaurants. Donc, on est exactement au coin de la rue Samson et Saint-Charles, près de la montée du Mai. Alors, ce n'est pas des histoires de pêche, c'est véritablement ça. OK? Et je vais même vous en montrer mieux que ça. M. Desormeaux, 85 livres. Alors, et si vous portez vraiment attention, vous allez voir au pied du barrage. Ça, évidemment, c'est un esturgeon, mais il y a effectivement une grosse présence de poissons, et pas juste dans le temps, mais aujourd'hui encore. Ici, il y a certains d'entre nous qui connaissent un de nos membres qui n'est pas là, Daniel Terrien. Daniel, c'est le bébé qui est là. Et vous voyez bien un ours avec une chaîne. Alors, il y a eu quelques excentriques dans le coin, dont les Haleries de Terrebonne, et ici, c'est des Terriens, qui gardaient un ours comme nous, on garde un chien. Alors, ça a créé, dans la plupart des cas, des petits remous, surtout le cas des Haleries à Terrebonne, quand l'ours s'est détaché et qu'il a commencé à se promener dans le village. Il y avait bien sûr la gang de petits vieux de Fédime-Terrien qui avait sa boutique sur la rue Saint-François près des Braves, mais qui, 3/4 du temps, n'était pas dans sa boutique, était de l'autre bord de la rue en train de jouer aux cartes avec sa gang de petits vieux. Alors, quand vous alliez à la boutique, si vous vouliez aller voir le commis, bien, vous traversiez l'autre bord, vous allez le déranger dans sa partie de cartes. Le service à la clientèle était très développé à l'époque. Alors, ça termine ce beau coucher de soleil sur la rivière, en souhaitant que demain matin, il fasse beau. Des questions? Il me reste 2 minutes. Hey, j'étais-tu timé un peu? Hein? Ouais. Les raisons, c'était plus souvent l'électricité. C'était des problèmes électriques. La question, c'est que les églises ont passé au feu. La cause du sinistre, c'était quoi? Dans la plupart des rapports qu'on trouve, c'était souvent des problèmes électriques. C'est l'époque où les systèmes électriques n'étaient pas inspectés comme aujourd'hui. C'était des vieux fils qui traînaient sur du vieux bois et il y avait souvent des flamèches qui prenaient, soit dans les toits aussi. C'est ça. Et souvent, on se rend compte que les églises, quand le feu prenait, c'est qu'il n'y avait personne. Donc, peut-être que le feu était là depuis 1 heure, 2 heures, puis ça s'est embrasé. Chaque cause est particulière. Oui. Quand vous parlez du collège chez nous, est-ce que c'est devenu le collège Saint-Sacrement? Non, le collège Saint-Sacrement, c'était vraiment séparé. C'était dans le but de former des séminaristes, des frères, des pères. Alors que le collège Saint-Louis, oui, du collège Saint-Louis, il y en a qui vont accéder vers la prêtrise, parce que c'est des classes inviateurs, il y avait quand même un but d'en recruter. Mais la plupart des élèves, c'était comme l'équivalent de l'école secondaire aujourd'hui. Et quand le sénateur est venu pour une instruction aussi? Oui, l'histoire courte, je fais une conférence sur Joliette dans quelques mois. Alors, je vous parlerai beaucoup des classes inviateurs dans la conférence. Toutes les communautés religieuses, les commissions scolaires leur versaient un salaire à la communauté. Et les clercs eux-mêmes ne prenaient pas de salaire, mais il n'y avait jamais rien à payer. Mais là, je vous parle au tout début. Là. Avec les années, il y a des clercs qui vont commencer à exercer des mandats particuliers, puis là, ils vont commencer à se faire rémunérer. Au tout début. Oui, c'est ça. La commission scolaire donnait un montant à la communauté, puis ça fonctionnait comme ça. Oui. J'en arrière, oui. Relativement peu. D'abord, le feu de 1922, il n'y a eu aucun mort. Donc, c'est déjà ça, c'est exceptionnel. Et puis, oui, il y a eu des morts dans certains feux, mais ce n'est pas des statistiques catastrophiques. Oui. L'hôpital, oui, l'hôpital, il y a eu 7 morts.
Le 31 décembre 1971, l'hôpital Saint-Louis, qui était dans le descente de la Côte-des-Braves, et ça a passé au feu. Ça s'est venu tellement rapidement que, malgré le temps qu'ont voulu sortir les gens, il y en a qui y ont passé. Mais, Quand on dit que ouais, le tiers à peu près, je dirais. les pompiers de Trois-Rivières, ça veut dire entre 7 à Trois-Rivières, il n'y a pas de municipalité. Ici, à Trois-Rivières, il y avait des municipalités qui avaient des pompiers, comme l'Assomption ou l'Épiphanie. Sauf qu'on est le 1er décembre dans des chemins, passés à Cabane-Ronde, là, que le camion de pompiers de l'Épiphanie, là, pas sûr qu'il va arriver. OK. C'est un peu ça. Tandis que le train, lui, il est sur une le pompier de Trois-Rivières, il est sur une plateforme du train, puis il s'en vient à 60 000 à l'heure. Que lui, il est rentré assez vite. Montréal serait arrivé plus vite s'il n'aurait pas été pris par des problèmes de congestion. Il est arrivé à minuit. Mais c'est à cause des curieux qui bloquaient le chemin à Saint-Vincent-de-Paul. Oui, parce qu'ils ont essayé de passer par Saint-Vincent-de-Paul, puis il y avait trop de monde qui... Écoutez, dans les chroniques qu'on lit, il y a quelqu'un de Saint-François qui dit « Le feu était tellement fort qu'on pouvait ramasser une épingle à linge de la terre. » Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur du feu, évidemment. Imaginez-vous 140 bâtiments comme ça qui brûlent là, en bois. C'est majeur. Oui. Là, si on part sur le pont, le pont de la 25. La 25. Du côté de Terrebonne, Oui. on en emmenait des ciments. Est-ce que c'est pas un ancien pont, mais non, c'est qu'il y avait... Quand on est sur le pont à droite, Donc, du côté du courant, là, oui. Oui. à peu près, je dirais... C'est l'usine de Maudit que vous me parlez, je suis pas mal sûr, là. Je pense bien de la façon. Oui, 2 minutes, 2 questions, c'est ça? 2 questions, tu veux dire? 2 minutes? C'est prise glace. Oui, OK. Oui, il y a eu justement, où il y a eu l'ancienne usine Maudit, des amoncellements de pierres pour briser la glace. Mais c'est peut-être ça aussi que vous me parlez. Oui. C'est quoi l'idée, quand tu parlais de jeune moulé, de s'installer, de passer une usine d'eau? Il n'y avait pas d'électricité. Donc, l'eau servait à actionner tous les mécanismes industriels, comme des moulins. Donc, c'est comme ça qu'avec des principes d'engrenage, ça faisait fonctionner les machines. C'est pour ça que l'autre usine Maudit, en 1892, l'électricité est arrivée à Terrebonne. Là, ils n'ont plus besoin de dépendre de l'eau. C'est bon? Bien, merci beaucoup. Minutes.